ministre, mes chers collègues, Georges Bertoin, à qui l'histoire offrit un destin européen aux côtés de Jean Monnet et que je voulais évoquer en ces heures sombres, fut associé en son temps à la rédaction du traité créant la Communauté européenne de défense, sorte de plan Schuman élargi. Il reconnut cependant ultérieurement qu'il était heureux que ce projet n'ait pas abouti en l'état, car si le volet militaire était prêt, et l'on parlait tout de même d'une armée intégrée de plus de 500 000 hommes, il n'en allait pas de même du volet politique. Je crains, Monsieur le Ministre, que la situation ne soit aujourd'hui tout l'inverse. Les conclusions du sommet de Londres, jointes à celles du Conseil européen qui se tiendra demain à Bruxelles, devraient acter l'existence d'une volonté politique servie par des organes, ceux de l'Union et de l'OTAN, susceptibles de donner corps au projet d'une défense européenne. Reste néanmoins le volet militaire. Plus de 80% des budgets des États membres de l'Union sont aujourd'hui dédiés à l'acquisition d'équipements militaires extra-européens, 80%. Tandis que les États-Unis fournissent 63% des commandes de l'Union, l'industrie européenne de défense, nous le savons, souffre de faiblesses structurelles essentielles et parmi les entreprises les plus importantes, une seule en Europe, britannique et donc hors UE, figure dans le top 10 mondial. Quant au coût de production, il est de notoriété publique qu'un char coréen K2 Black Panther coûte 3 fois moins cher qu'un Léopard 2A allemand. Ma question est donc la suivante. Alors que la présidente de la Commission européenne évoque des investissements de 800 milliards sur 4 ans, à qui ceux-ci vont-ils bénéficier dans l'urgence du soutien promis à l'Ukraine et d'un possible retrait américain humain et matériel en Europe? Faute de disposer des chaînes de montage et des personnels nécessaires, car doubler le budget des armées sans augmenter leur format RH n'aurait aucun sens. Auprès de qui l'Union va-t-elle acheter les matériels nécessaires dans les mois à venir? Israël, la Turquie ou la Corée du Sud? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Armées. Monsieur Sébastien Lecornu, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Ministre. Un mot peut-être aussi pour dire quand même, pour rentrer dans la mêlée de cette réponse et dans la continuité du débat que nous avons eu hier, en seulement 4 ou 5 ans, la part de vente d'armes françaises en Europe a largement augmenté. Il y a 10 ans, moins de 10%. Aujourd'hui, en 2024, notamment l'année dernière, c'est pratiquement plus de 10 milliards d'euros sur les 18 milliards à l'export. Alors certes, les sous-marins, les Rafales représentent beaucoup dans cette part, mais on voit bien quand même que la situation politique, par exemple en Corée du Sud, n'a pas spécialement rassuré bon nombre de capitales européennes, que les lignes de production américaines ne sont pas complètement passées en économie de guerre et que surtout le réarmement américain, je crois que désormais les choses sont claires, va avant tout bénéficier à l'armée américaine pour se préparer peut-être sur d'autres schémas de tension sur le Pacifique Nord. De toutes les façons, maintenant, c'est même plus une affaire de choix. Si les capitales européennes veulent vraiment se réarmer, elles vont bien être obligées, sauf à mentir à leur population, mais ça sera leur problème, si j'ose dire, de passer par des achats au sein de la BTDE. Deuxième remarque, pour ce qui nous concerne, je ne serais pas aussi catégorique en disant l'augmentation du format va forcément avec une augmentation du format RH parce qu'on a tellement diminué le capacitaire et heureusement quand même préservé les capacités de ressources humaines que déjà on a un effort important à faire. L'exemple des munitions, à mon avis, est clé. Munitions simples. Ça, l'aide à l'Ukraine nous a appris à reprendre du muscle, notamment sur les obus de 155 mm. Le vrai segment critique va être évidemment les munitions complexes, missiles de défense sol-air, missiles de frappe dans la profondeur, y compris sur les trames de missiles à venir, comme le missile Aster B1NT. Donc on va continuer cette remontée en puissance. Un chiffre en 20 secondes quand même pour montrer que l'économie de guerre fonctionne, ce qui va nous amener à d'autres conversations plus budgétaires. On l'a évoqué hier. Entre 2026 et 2030, désormais, les industries françaises, uniquement en matière de munitions, pourront absorber 7 milliards d'euros de commandes qui n'ont pas encore été passées, soit pour nous-mêmes, soit pour de l'export. Ça veut bien dire que les effets de l'économie de guerre se font sentir. Désormais, il faut que les commandes suivent. Madame Conway-Mouret. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. En effet, les chiffres que vous dévoilez, je pense, sont très importants, rassurants, même si insuffisants, parce que je crois que nos amis ukrainiens n'ont pas le temps et nous non plus d'attendre. Merci. La parole est